Bonjour à tous, nous démarrons le dernier chapitre de l'année, intitulé Circuit mobile dans un champ magnétique stationnaire. Ce chapitre, en fait, vous allez vous apercevoir très vite qu'il n'y a donc aucune nouveauté comme dans le précédent chapitre, parce que nous allons utiliser la loi de Lenz et la loi de Faraday surtout. Et par contre, là où ça pourra vous poser problème, c'est qu'il y a un chapitre qui fait appel à l'électricité, à la mécanique, à l'utilisation des lois de Lenz qui permet de coupler les deux. Enfin, voilà, c'est un chapitre vraiment complet, comme le précédent d'ailleurs, hein, mais vraiment qui peut déstabiliser certains qui ne maîtriseraient pas les parties précédentes. Bon, donc, alors, la première partie de ce chapitre, nous allons nous intéresser aux rails de Laplace. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, enfin, j'espère que si quand même, de la manipulation que vous avez vue en vidéo lors du premier chapitre sur l'induction, où vous aviez un barreau aimanté qui était disposé sur des rails appelés rails de Laplace, plongé dans un champ magnétique, et vous aviez le mouvement du barreau. Donc on avait essayé de mettre en équation le mouvement de ce barreau sans tenir compte, parce qu'on ne savait pas encore que ça existait, du phénomène d'induction. Donc là maintenant on va faire un vrai traitement de cette expérience des rails de Laplace, et on va s'apercevoir qu'en fait ces rails de Laplace peuvent fonctionner de deux façons différentes, soit en mode générateur, soit en mode moteur. Donc là, commençons le chapitre. Alors, comment est-ce que... Donc, vous avez un générateur. Dans ce cas, un système générateur va transformer une énergie reçue en une énergie mécanique. Par exemple, si vous avez une éolienne, les pales sont mises en mouvement par l'intermédiaire de la force mécanique associée au vent. Et les éoliennes, les pales entraînent un alternateur qui va tourner, donc ça va être le rotor, qui va tourner au milieu d'un stator, et la rotation de cet alternateur, donc de ce rotor, dans un champ magnétique fixe, stationnaire, va produire une FEM induite, une FEM induite. Donc là, on a une puissance électrique. Donc ça, c'est le fonctionnement du générateur. Je mets un alternateur. L'alternateur, alors, de vos vélos, il n'y a plus grand monde qui a fait ça, mais bon, les petites dynamos de votre vélo, c'est exactement ça, comme ça que ça fonctionne. L'autre possibilité, c'est de transformer justement, de fournir une énergie électrique et de la transformer en puissance mécanique. Donc là, c'est le contraire. Vous fournissez une énergie électrique, et vous, ce que vous voulez, vous avez une voiture électrique par exemple, en puissance mécanique, la voiture, une Zoé, n'importe quoi, une voiture électrique, va fonctionner en utilisant le phénomène d'induction. Alors, donc on va commencer le chapitre par un exemple, par l'étude d'exercice en fait, les rails de Laplace en fonctionnement générateur. Donc générateur, on va l'écrire, c'est production d'énergie électrique. Production d'énergie électrique. Donc, si on fait un petit schéma, un circuit constitué de deux rails sur lesquels repose un barreau conducteur. L'ensemble baigne dans un champ magnétique stationnaire uniforme orthogonal au plan du circuit. Les rails et le barreau possèdent une résistance équivalente R. L'opérateur exerce une force constante F opérateur, j'aurais dû préciser, sur le barreau. Et après va le... Hop. Donc si on fait un petit schéma, donc vous avez une résistance R qui représente la résistance de tous les fils. Les rails, je vais présenter les... Voilà. Le barreau, je le représente d'une autre couleur, mais en fait c'est un barreau de cuivre. Donc vous avez le barreau ici, comme ça. Barreau de conducteur, forcément pour fermer le circuit. Et l'ensemble est plongé dans un champ magnétique orthogonal, uniforme, stationnaire, uniforme, orthogonal au plan du circuit. Hop, donc si je le mets comme ça, on répond bien à tout ce qu'on veut. Donc maintenant il faut placer un repère. Alors là en cartésien ce sera parfait.
vecteur cartésien. Donc si je représente, je choisis d'orienter EX par exemple comme ceci, EY comme ça nous permet d'avoir EZ vers nous. Voilà. Et donc, l'opérateur exerce une force, alors je peux le mettre comme ça, je peux orienter F opérateur constant. Voilà, d'accord. Alors, obtention de l'équation électrique. Est-ce que c'est écrit là ou non? Obtention de l'équation électrique, on va la faire ici, étant donné qu'il y a de la place, pour une fois. Alors, un petit a, équation électrique. Chaque fois que je change de page, ça devient équation. J'attends un petit peu. Voilà. On va se calmer. L'équation électrique. Alors, donc là, vous savez bien, pour obtenir l'équation électrique, il faut appliquer obtenir une FEM. Donc, FEM auto-induite dans le circuit. Alors, on va peut-être déterminer d'abord le flux que reçoit ce circuit. L'expression, le flux, c'est le produit scalaire B scalaire S. Alors, pourquoi est-ce que j'écris ça directement? Parce que B est uniforme. Uniforme. Donc, on peut sortir de l'intégrale. Et vous avez donc l'expression sortie de la double intégrale, etc. Donc maintenant, eh bien, vous avez, alors, comment est-ce qu'on va exprimer ça? Le vecteur surface, on va exprimer B porté par EZ. Le vecteur surface, eh bien, alors comment est-ce que déjà, on a pu le faire les appliquer maintenant? Comment orienter? Déjà, j'aurais pu commencer par l'expliciter. Pourquoi est-ce qu'il va apparaître un courant I dans ce circuit? Eh bien, parce que le flux de champ magnétique va être variable. Pourquoi le flux de champ magnétique va être variable? Parce que le barreau va se déplacer. Donc, si on met un 0 là, par exemple, si on met un axe ici, le barreau est en x de t ici, et l'air, alors il manque une petite indication, donc là on va mettre ceci qui est égal à, je sais pas comment on va l'appeler, L, là on dit ici, ça c'est pas donné. Non, on va l'appeler L, comme ça la longueur et la largeur ici du barreau. Oui, c'est rien n'est précisé. Donc BEZ, je reprends ce que je disais, pardon. Le flux va varier au cours du temps parce que la surface va varier. Ce n'est pas parce que B varie, c'est parce que S est un S de T. Oh, c'est pénible. Un S de T. Voilà. Donc si on effectue le produit scalaire, on va exprimer le vecteur surface. Eh bien, le vecteur surface, ça va être L. Alors comment est-ce qu'on l'oriente? Vu le champ B, on va orienter le courant I selon la règle de la main droite, l'intensité I résultant de la présence du champ B, comme ceci. B scalaire, donc X de T fois L porté par EZ. EZ. Ce qui donne donc tout simplement B. Alors je précise le X de T, vous allez voir pourquoi. L. Et maintenant, loi de Faraday, vous précisez quand même ce que vous appliquez. E, la FEM qui apparaît au bord du circuit, intéressant, au bord du circuit de résistance R, du circuit, c'est moins D de phi. Donc là, c'est un flux extérieur, je précise, mais c'est un champ magnétique extérieur, c'est pas le flux propre. On verra qu'il faudra parfois tenir compte du flux propre ou pas, mais on distinguera en fait selon les situations.
B de phi extérieur, donc là il s'agit de phi extérieur, là, et donc ça nous donne moins B, la seule variable temporelle c'est x de t, donc d de x sur dt, fois L. Autrement dit, d de x sur dt, on peut dire que c'est la vitesse, B, L, V de t, la vitesse du barreau. Donc on va voir que la FEM est d'autant plus importante que la vitesse du barreau, en valeur absolue, la FEM est d'autant plus importante que la vitesse du barreau est importante. Voilà pour ceci. Maintenant, par contre, qu'est-ce qu'on obtient? En fait, la FEM, elle est égale tout simplement à R fois I, le dôme aux bornes du circuit. Du circuit de résistance R. Ce qui nous donne donc RI de T, je vais écrire, ou de T, en précisant, c'est bien moins B, L, V de T. Donc là maintenant, on s'aperçoit que l'intensité, alors je vais mettre en vert ici, là c'est une grandeur électrique, et ici une grandeur mécanique. Et bien ces deux grandeurs sont couplées, elles sont liées l'une à l'autre. Donc on va poursuivre, et on va maintenant évidemment obtenir l'équation mécanique. Donc pour obtenir l'équation mécanique, eh bien on va prendre, alors on va d'abord ça va être facile. Ceci, c'est pas la peine. On va peut-être avoir plus de place. Est-ce que je peux le décaler? Oui, le problème c'est que je vais le voir. Bon, je vais les effacer. On place. Voilà. Hop. Voilà, petit B. Équation mécanique. Alors l'équation mécanique, on obtient évidemment par des théorèmes mécaniques, par PFD. L'équation mécanique, le système. Commencer par décrire, c'est la barre de masse M. Frottement, on va négliger les frottements. On verra que si vous devez en tenir compte, eh bien, ça rajoutera une force évidemment en plus de la force exercée par l'opérateur. Alors que subit cette force, ce barreau? Là, j'aurais pu, bon, on va le voir, hein, c'est pas très compliqué. Vous savez, l'habitude. Donc la barre, si je la représente comme ça, bah, elle reste en perspective, le barreau ici subit le poids, son poids évidemment, son poids. La réaction normale, étant donné qu'on a négligé le frottement de la réaction normale, qu'on exerce au centre de gravité, hein, ici G, la réaction normale du support des deux rails de la place, et également, donc là je l'ai mis en perspective, la force exercée par l'opérateur. Donc le poids et N et P sont tels que N plus P égale vecteur nul, donc il n'y aura pas de déplacement. Évidemment, il n'y a pas de déplacement horizontal. Les frottements sont négligés, voilà, vous avez ceci. Et donc maintenant, on va pouvoir appliquer le principe fondamental de la dynamique et, pardon, la force exercée par l'opérateur. Et qu'a-t-on oublié, quand même le plus important, que j'aurais dû représenter dès le début, mais la force de la place. Force de la place. Elle est présente, vous avez un champ car conducteur, parcouru par le courant I, plongé dans un champ B, et bien forcément, vous avez le système qui est soumis à une force de la place, dont l'expression avec la place. Alors, l'expression correcte, c'est I dl vectoriel B. Est-ce que là, le champ B qui est subi par le barreau est uniforme sur l'élément de longueur dl? Si je prends un petit élément ici dl, oui. Donc, on va pouvoir sortir de l'intégrale le champ B et on a simplement IL vectoriel B. Avec L qui est orienté, donc si je reprends le schéma
effectué sur la page précédente. Vous avez bien le barreau ici. Étant donné que j'ai orienté comme ceci l'intensité, dans le barreau, on a le L qui va être égal à I, L, E, Y. Vous rappelez le choix effectué pour la coordonnée cartésienne. B, Z, et ben, Z, IL vectoriel, B, EZ ici. Donc ce qui nous donne I, L, B, EY vectoriel, EZ, EX. Donc pour la force de la place, voilà, comme ceci. Et donc on va pouvoir projeter la force exercée par l'opérateur. Alors on ne sait pas si elle est positive, négative, emportée par plus EX, moins EX, on ne sait pas, on va voir. On va projeter sur EX, on a donc F opérateur. Ça, celle-ci peut être positive ou négative, on ne sait pas. Je le mets en remarque, ça dépend du choix qui est effectué. Est-ce que la force est exercée comme ceci ou comme ceci? Là, sur le schéma, j'ai représenté par choix on a tiré le barreau vers la droite, mais il n'y a pas de... On ne sait pas. Donc, plus I, L, B égale N, B de V. Alors, j'aurais dû préciser qu'il s'agissait ici d'une intensité dépendant du temps, pour bien préciser quelle est la variable. Et donc ici, on a encore une équation différentielle couplée. Équadif, où I de t et V de t, ou D de V, les grandeurs électriques et mécaniques, sont couplées. Voilà pour ça. Et donc maintenant, on va devoir résoudre les deux équations différentielles. Alors, je vais les réécrire. Comme ça, elles nous apparaîtront plus. Donc la première, on a bien obtenu E de t égale moins BLV de t. BLV de t. Et la deuxième que l'on vient d'obtenir, alors je vais peut-être la mettre sous une autre forme, je vais l'écrire d de v sur dt plus. Est-ce que c'était bien? Bon, en fait non. Je vais aller écrire juste au-dessus. Je vais pouvoir remplacer i, et ça c'est égal à i, bien sûr. Je vais pouvoir remplacer i ici par moins BLV sur R. Donc, ce que je fais, je vais écrire ça sur R, et je remplace i de t. Alors, je vais mettre i de t, je vais les découpler les deux équations. I de t égale donc moins b de t sur R. Donc, ce qui donne, lorsque j'effectue le changement, donc on a b2 L2 sur R, V de t. Et là, vous allez pouvoir poser, évidemment, vous avez l'habitude, hein, ceci, on va pouvoir le poser égal pour limiter le nombre de termes. On va pouvoir poser ça égal à 1 sur tout, c'est l'inverse d'un temps. Et puis ici, ce terme-ci, en fait, ça va correspondre à quoi? Augmente, constant, ça va correspondre en fait à la vitesse limite divisé par tout. Parce que lorsque ce terme-là est nul, ça correspond à Vlim sur tout. Donc ici, on va pouvoir dire, on va appeler ça V limite sur tout. La valeur continue, constante, prise par le barreau au bout d'un temps infini. Et donc là, la résolution de celle-ci, eh bien, très simple. Hein. Donc V de t égale A exponentiellement t sur tout, la résolution de l'équation sans ce moment, plus V lim. Et attention, détermination de A à déterminer sur la solution complète. Hein. Je réécris ça à chaque fois, mais je crois que je répéterai jamais assez. Sur la solution complète.
Donc, ce qui nous donne, donc, ou Véline, je peux peut-être le mettre. Nous gardons un point. Véline égale donc F opérateur taux sur M. Taux sur M, et ce qui est aussi égal à F hop R sur B2L2. On aura peut-être besoin tout à l'heure d'avoir, on le voit évidemment, F hop R sur B2, B2, L2. 1, 2, c'est compliqué. L2. Voilà. Donc là, on a la première. Alors, et V2 0, alors qu'est-ce qu'on peut choisir? V de 0 égale 0. On choisit que la barre part avec une vitesse nulle lorsque l'opérateur exerce sa force au F opérateur. Donc on en déduit V de t égale V' vecteur de 1 moins exponentielle moins t sur t. Voilà. Maintenant, on va résoudre de la même façon la deuxième équation, maintenant qu'on a obtenu la première. Enfin, c'est plus d'équation différentielle maintenant. Il n'y a plus qu'à écrire l'expression de encadrer celui-ci. Voilà, donc on commentera tout à l'heure les équations, les interprétations, les tracés, etc. On peut peut-être les faire, on les fera ensemble. On va d'abord déterminer I de t, et on a dit que donc RI de t était égal, c'est encore écrit au-dessus, à RI était égal à moins BLV de t. BLV de t. Donc I de t est égal à moins BLV de sur R. Hop, maintenant on va essayer de tracer les deux ici. Alors, donc très simple, hein. Donc, vous avez pour la première, vous notez la limite qui est Vélim. Donc la barre, alors, Vélim si F opérateur positif. Si F hop, supérieur à 0, vous avez quelque chose comme ça. Là, c'est VLT. Et donc, vous avez un tracé comme ceci. Bon, rien de très nouveau, hein. Donc là, on détermine taux par la tangente, par l'intersection de la tangente à l'origine et de la limite. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre? Eh bien, on va faire le tracé de l'intensité. L'intensité, eh bien, à ce moment-là, vous partez de 0. Je vais le mettre ici. Vous partez d'une intensité basse. Je vais le faire. Là, cette fois, on parle d'une intensité nulle dans le circuit. Donc, I de t. La valeur limite, on a dit que c'était BL sur R. Limite BLV sur R. Est-ce que avec B limite, je peux écrire B limite, c'était R hop. Je vais réécrire, comme ça on va bien avoir B2 I de t, donc ça va être moins BL sur R fois V limite, l'expression étant F hop R sur B2 L2 sur le 1 moins exponentielle montée sur T. Comme ça, on a vraiment l'expression de I de t, et ici, mince. Hop, ici on peut simplifier, et donc on a moins F hop sur BL, c'est quand même beaucoup plus simple, facteur de 1 moins exponentielle montée sur T. Donc, la limite ici,
c'est moins BL, moins FOP sur BL. La force exercée par l'opérateur divisé par BL. Et puis vous avez un tracé de ce type-là, l'opposé négatif. Donc là, la limite étant celle-ci, qui vient à moins. Fait qu'ici, encore une fois, on détermine le temps taux caractéristique ici. Là, c'est I de t que l'on représente. Donc l'intensité est négative avec dans le circuit constante, avec ce circuit. Alors maintenant, nous allons bien interpréter. Insérer une page, un petit d, interprétation. Alors, déjà, on peut commencer à regarder sans champ magnétique ce qui se passerait. Sans champ B, on aurait simplement M dV sur Vt égale F opérateur. Donc ce qui nous donnerait V de t égale F op sur M fois t, la vitesse proportionnelle au temps. Et donc une vitesse qui tend vers plus l'infini. Là, ce qu'on observe avec le champ B, donc ça c'est sans champ B, avec le champ B, et bien on observe que la force de Laplace, dont l'expression était obtenue précédemment, c'est moins B2 L2 sur R V de t. Et donc elle s'oppose à la vitesse de déplacement du barreau. F Laplace, d'autant plus grande, alors, parce que c'est proportionnel à la vitesse, d'autant plus élevé, énorme, que V est élevé, que la vitesse du barreau est élevée, donc la force de freinage, et donc le freinage est d'autant plus important, s'oppose, alors, F Laplace s'oppose d'autant plus, alors c'était mal formulé, parce que je veux les deux cas, pardon, les deux informations. La force de la place s'oppose d'autant plus au déplacement du barreau s'oppose d'autant plus au déplacement du barreau que V est élevé. Et donc là, c'est conforme à la loi de modération de Lenz. Les effets d'induction s'opposent aux causes qui lui ont donné naissance. Le mouvement de la barre crée un CF mouvement de la barre. C'est le mouvement de la barre qui crée un courant induit. Excusez-moi pour l'écriture. Un courant induit. Qui crée lui-même la force de la place. Qui est à l'origine. L'origine de F place qui freine, qui s'oppose au mouvement. Donc là, vraiment, vous avez le phénomène d'induction dans tout le descriptif. Au départ, vous avez le mouvement qui crée un courant induit, un FEM, un courant induit, qui est à l'origine de la force de la place, qui elle-même s'oppose au mouvement. Et donc, on a une modération. C'est ce que j'ai écrit ici. C'est important, ce terme, modération de Lenz. Il y a une petite chose à écrire, en remarque quand même. Une petite chose qu'on peut noter. C'est qu'au tout premier instant,
au premier instant, eh bien, quelle expression de la vitesse? On a V de t. Alors, V de t, les expressions, c'est V', 1 moins exponentielle moins t sur tau. T sur tau. Et lorsque t tend vers 0, t tend vers 0, vous allez pouvoir faire un développement limité de cette expression. Donc ça, c'est pour tout t, on a l'expression là. Et quand lorsque t tend vers 0, on a V de t qui est à peu près égal à V', facteur de 1 moins. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de exponentielle moins t sur tau? 1 moins t sur tau. Donc développement limité à l'ordre 1 de l'exponentielle moins t sur tau, la fonction exponentielle y par exemple. Donc ça nous donne V' facteur de t sur tau. Donc V, alors V', on a les expressions. V', on a dit que c'était f hop tau sur m. Donc je vais écrire f hop tau sur m. Tau, hop. Donc en fait, la vitesse, alors c'est toujours ce sont des à peu près à f sur m fois t. Donc en fait, juste, uniquement, attention, hein, c'est bien uniquement aux premiers instants. Donc la vitesse proportionnelle au temps aux tout premiers instants. Au début, entre guillemets, v proportionnel au temps. Et d'où la tangente à l'origine, c'est ce qu'on utilise. Donc maintenant, évidemment, après, donc, les phénomènes d'induction modifient ceci. Donc le V reste proportionnel au temps au tout premier instant quand l'induction n'est pas encore pris l'ampleur n'a pas encore pris les dessus entre guillemets sur le phénomène mécanique. Alors, maintenant, dernier point du paragraphe ici, c'est-à-dire bilan de puissance. Bilan de puissance. Bon, là, vous commencez à avoir l'habitude. Vous réécrivez les équations. Vous avez les deux équations. Couplées E égale RI. Donc, ça, c'est E de t égale moins B de t, la première. Et la deuxième, on a dit qu'il s'agissait de M d sur t égale F opérateur plus la force de la place dans l'expression. Est-ce que c'est la peine que j'écris? Oh oui, si, c'est bien. Donc la force de la place, on avait dit que c'était plus B. BLI. Voilà. Comme ça. Donc maintenant, pour obtenir un bilan de puissance, celle-ci, vous allez multiplier par, pour avoir une plus grande puissance électrique, vous allez multiplier par I, une équation mécanique, IDT, et celle-ci, vous allez multiplier par V. Donc ça nous donne la première, nous donne donc RI carré. Je ne vais pas réécrire le I, c'est pas forcément utile, égale moins BLVI. Et ici, vous obtenez M de dV sur dt V égale F V plus BLI V. Et là, on s'aperçoit, là on va faire un petit bilan, voilà, ceci, donc c'est la puissance reçue par la résistance, qui va être cédée par effet Joule au milieu extérieur. Là, la résistance, ici. Là, il s'agit de la puissance fournie par le générateur. Par le générateur de FEM extérieur, le géné de FEM extérieur lié au champ extérieur, lié
un BX. Vous savez, on vient de faire l'exercice. Et ici, alors, je vais peut-être réécrire ici, bah là, la dérivée par rapport au temps de 1,5 de m d carré. Donc là, ça va être la puissance cinétique. Puissance cinétique. Comme ceci. Égale, alors, A, F, V, plus B, L, I, V. Et là, on va pouvoir commenter et remarquer deux choses. Donc, là, la première chose, bah, ça c'est la puissance, c'est cette puissance-là qui est fournie par l'opérateur. En fait, toute l'énergie vient de là. Puissance fournie par l'opérateur. Toute l'énergie vient de là. Je vais le rajouter. On fera après remettre sur le freinage. Toute l'énergie que vous avez provient de cet endroit-là. Toute la puissance en est issue. Voilà. Et ici, pour vous trouver, en fait, on va appeler ça la puissance de la force de la place. Puissance associée à F la place. Et que remarque-t-on? Eh bien, ça c'est une constante, que la puissance de la force de la place, c'est l'opposé de la puissance fournie par le générateur. On voit ici, je vais vous mettre en couleur, ici, ceci, hop là, évidemment, qu'est-ce que j'ai fait? Non, pardon, ça c'est bien, c'était écrit ici, je vais le mettre oui, voilà, ici, ici, ceci. Donc ça, c'est une constante. Vous allez retenir ça, la puissance associée à F la place égale moins la puissance fournie par le générateur pour la FEM. Par la FEME. Donc il y a un encadré. On va généraliser, je vais l'écrire en rouge. Généralisation. C'est pas simplement dans le cas des rayons à la place, hein. Généralisation. Dans un circuit mobile, on va l'écrire proprement, avec un énoncé correct, dans un circuit mobile, soumis à un champ magnétique on va soutenir le soumis à un champ magnétique stationnaire, bien sûr. Stationnaire, la puissance mécanique fournie par les actions de Laplace est l'opposé de la puissance fournie par la FEM1. La puissance mécanique fournie par les actions de Laplace est l'opposé de la puissance fournie par la FEM1. FEM1. Et on va terminer, ça c'est vraiment à retenir, on va terminer par une remarque sur le freinage électromagnétique. Donc vous avez certainement entendu parler des camions qui freinent à l'aide de des freins à induction. Alors où est-ce que c'est ceci? J'ai effacé, on va prendre une nouvelle page. Hop. Voilà. Donc c'était un petit F. Remarque sur le freinage électromagnétique. Alors déjà, on peut noter quand même une chose, pourquoi est-ce qu'on va utiliser des freins à induction, des freins électromagnétiques. Alors c'est pas dans toutes les voitures dont ils ne sont pas équipées, par contre c'est tous les gros dispositifs qui vont chauffer, parce que qui dit freinage, à part justement freinage par induction, mais freinage par surface de contact l'une contre l'autre, que ce soit des freins à disque, des freins à plaquettes, etc., c'est les dissipations d'énergie par échauffement. Et sauf qu'au bout d'un moment, évidemment, si vous poursuivez le mouvement, vous pouvez atteindre des températures extrêmement élevées et dégrader le dispositif.
Vous imaginez un camion en montagne, vu la masse qu'il a. S'il utilise ses freins classiques, eh bien, il peut mettre le feu, carrément s'arriver, au câble de frein, etc., et enflammer le camion. Donc on a pensé à un freinage électromagnétique. Comment est-ce qu'il va fonctionner? Eh bien, vous avez remarqué, donc si on a un dispositif, si je prends en gros comme ça, max, voilà, hop. Bon, c'est très mal fait. Voilà pour ça. Donc là, si vous avez un opérateur, donc là, la roue qui tourne, je la fais tourner, peu importe. Donc là, c'est un vecteur vitesse, comme ceci, et un champ B, comme ça. Donc évidemment, il faut qu'il y ait un champ B. Donc là, vous allez avoir dans le conducteur, ici, c'est ça le conducteur, formation de courant, formation de courant induit, alors qu'ils ne vont pas être dans un fil conducteur, mais des courants induits volumiques. Donc ça, c'est courant induit. Donc c'est pour ça que ça aurait été très bien qu'on fasse les TP. Évidemment, on a tout ça, on a vu cette vidéo. Je pourrais vous en mettre en ligne des vidéos pour regarder un petit peu comment ça fonctionne, comment ça marche bien le dispositif. Le courant induit volumique, donc appelé courant de Foucault. Alors on ne va pas tous s'intéresser cette année à leur expression, parce que vous n'avez pas les moyens, même l'année prochaine non plus, d'exprimer des courants volumiques. Donc courant de Foucault, qui se crée qui se crée à l'intérieur du matériau. Qui sont créés, c'est pas qui se créent au sein du matériau. Le matériau ferromagnétique. Mais ces courants induits tendent, par la loi de Lenz, à freiner le mouvement du conducteur. On vient de le voir sur l'exemple simple des rails de Laplace. Et donc vous avez F Laplace, l'expression qu'on a vue précédemment, qui est égale à moins B2 2 sur R fois V de T. Donc, et alors ça, on peut noter que le freinage est d'autant plus efficace, le freinage par induction est d'autant plus efficace que le système va vite. Donc freinage d'autant plus efficace que la vitesse est élevée. C'est aussi moins le freinage, hein, d'autant plus efficace que V élevé. Et évidemment, donc les camions, si on revient au dispositif dans lesquels si on revient au système dans lequel ce dispositif est intégré, eh bien, il faut qu'ils aient un dispositif de freinage classique pour arrêter le camion. Parce que sinon, le freinage par induction, quand V diminue, eh bien, la force de la place diminue également. Et donc, ça ne servirait à rien pour arrêter le camion. On a un freinage classique, mais un freinage par induction qui, à haute vitesse, est très efficace. Alors, je vous encourage à traiter le fonctionnement en moteur. C'est exactement la même idée. Donc, les items sont les mêmes. Obtention d'équation électrique, obtention d'équation mécanique, etc. Découplage, résolution. Ce qui change, c'est que maintenant, vous n'avez plus d'opérateur, mais vous avez une FEM extérieure, donc un générateur, tout simplement, de FEM grand E, qui est installé dans le circuit. Mais vous avez toujours le champ B. Donc, à travailler pour la séance prochaine, comme ça vous allez moins subir, entre guillemets, les étapes, parce que, eh bien, vous avez vu de quoi il est question. Donc, c'est exactement la même chose. Eh bien, bon courage pour faire ceci. Bonne journée.